Bonjour à vous tous et bienvenue au Café avec votre député. Et oui, votre député, c'est qui? C'est Sébastien Lemire. Aujourd'hui, plusieurs sujets, mais on va discuter des enjeux qui sont importants pour les Canadiens. En plus de, on est dans la région de l'Abitibi, c'est là que ça se passe. Donc, avec votre représentant élu, puis on va tourner autour de plusieurs sujets parce que, Sébastien, vous le savez, il y a beaucoup de sujets qui couvrent. Alors, tout de suite, on va aller aborder déjà un sujet, parce que nous, on pourrait parler longuement, Sébastien. On était bien parti avant que ça commence. Oui, c'est ça. Alors, on a réchauffé un petit peu la place. Là, maintenant, on va aller parler d'un sujet plus croustillant, les coupures du programme d'emploi d'été Canada. Ça vient chercher de l'inquiétude auprès des employeurs, mais aussi des étudiants, là. C'est plate, ça. C'est plate. C'est pas, je qualifierais pas ça de croustillant, mais quelque chose de très plate parce que, dans le fond, le programme avait fait, dans le contexte de la pandémie, de vouloir donner un peu d'aide aux entreprises et avait fait des budgets supplémentaires. Ces budgets supplémentaires-là sont arrêtés. Mais ce qu'on constate, c'est que ça va plus loin que ça. D'abord, le programme Emploi-été Canada est un programme qui est absolument essentiel parce que ça donne, pour nos jeunes, des premières expériences de travail. Ça couvre les jeunes de 15 à 30 ans, puis pendant 8 semaines, on va pouvoir offrir une expérience de travail professionnelle en fournissant l'équivalent du salaire minimum à temps plein à ces jeunes-là. Puis évidemment, les entreprises peuvent bonifier ces montants-là. Ça s'adresse aux OBNL, aux entreprises, aux municipalités. Puis, tu sais, concrètement, on a près de 400 demandes par année, plus de 400 demandes par année dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Pour les 4 MRC là, que couvre mon territoire. Ça, c'est les entreprises qui demandent ça ou les OBNL et tout ça? Exact. C'est des demandes, c'est un formulaire. Tout ça est normé selon des critères préétablis par le gouvernement. Et nous, comme députés, on peut amener aussi des priorités régionales qui vont donner un point supplémentaire dans la grille qui va établir le financement, là, qui est retenu ou pas. Nous, on a ciblé notamment l'agriculture, donner un coup de main à nos producteurs agricoles, de pouvoir avoir des ressources, des événements touristiques, toute la question de développement régional, des municipalités de moins de 5000 habitants, dans lesquelles on sait que des fois, c'est un peu plus difficile d'avoir des ressources qui viennent en aide. Et donc, par ces éléments-là, on est capable de pouvoir avoir des ressources pour ces entreprises-là, pour ces OBNL-là, pour ces PME-là ou les municipalités. Donc, ils vont venir donner un coup de main. Puis on sait, dans le contexte de la pénurie de la main-d'œuvre, c'est pas banal. Et il y a beaucoup de travail, des fois, qui se fait des choses. On le sait, les dynamiques des organismes, qu'on se dit, hey, si on avait une ressource de plus, ben mon Dieu, qu'on pourrait faire ça. Ben là, c'est une occasion de le faire. Mais ça peut être un coup de main qui soit à la fois administratif, ça peut être des guides touristiques l'été, ça peut être... en tout cas, c'est très, très varié selon les besoins des différents organisations. La réalité cette année, c'est qu'on se rend compte non seulement l'enveloppe budgétaire spéciale pour la COVID a été arrêtée, mais en plus, le programme n'a pas été indexé. C'était entre 2020 et 2023, il y aurait 4 d'augmentation de budget si on compare nos budgets qu'on a eus. Mais l'inflation a augmenté de 12,5 dans la même période. Le salaire minimum va passer à 15,25 $. Il était à 13,10 $. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'emplois qui vont être disponibles. La coupe budgétaire, c'est 27 pour Abitibi-Témiscamingue. Rajoute à ça l'impact de l'inflation, de la hausse du salaire minimum, c'est de l'ordre de 36 de moins d'emplois. Donc, c'est plus d'une centaine d'emplois de moins qui va être disponible pour nos organismes à but non lucratif. C'est plate, c'est très plate. Puis ça serait si simple d'en faire le choix parce que c'est pas ça qui coûte des milliards au gouvernement, mais c'est un programme qui fait la différence dans nos milieux. Fait que c'est pour ça qu'on a voulu le dénoncer vivement. Puis ça peut être, c'est ça, des emplois comme dans des places comme ici, en Médiaté, TVC7, ça en donne des bons exemples de gens qui postulent puis qui ont accès à une ressource durant l'été et qui vont faire la différence pour la survie d'organisations qui sont ancrées dans leur territoire. Donc, on va continuer de le dénoncer. Ce qu'on souhaite, c'est que le gros bon sens va triompher. Est-ce que toutes les demandes peuvent être acceptées? Évidemment, ça serait peut-être difficile de le faire parce que des fois, il y aurait des demandes qui pourraient être exagérées. Mais quand il y a des organismes de soutien aux personnes handicapées, par exemple, qui ne se qualifieraient pas, bien là, pour moi, ça atteint une limite que je trouve qui est triste. Il faut être capable d'être généreux dans ces programmes-là, surtout des programmes qui donnent des expériences de travail à nos jeunes.
Mais c'est ça, mais aussi, ça fait rouler l'économie, là. On s'entend? Oui, puis c'est essentiel. C'est de l'argent qui est amené. C'est des jeunes qui vont pouvoir revenir durant l'été dans la région, sur leur territoire, puis que finalement, ils vont peut-être décider de venir s'établir ici après leurs études. Il y a tous des avantages collatéraux d'un programme comme celui-là. J'en jasais dans les dernières années avec les gens au dispensaire de la Garde, par exemple. Comment que ça fait la différence sur la survie d'un service touristique comme celui-là. J'en jasais avec les gens de l'industrie touristique aussi hier. Où il faisait une annonce du côté de Rouyn-Noranda. C'est essentiel comme filet, ce programme-là. C'est des montants qui font la différence, puis c'est des jeunes qui vivent des expériences de travail très concrètes, qui sont groundés, qui sont attachés au territoire, qui sont enracinés. Puis ça, ça n'a pas de prix, les expériences de travail, on le sait. Exactement. Fait que c'est vraiment dommage de ce côté-là. Fait que donc, c'est quoi que vous allez... Avez-vous proposé quelque chose au gouvernement par rapport à ça? Ou c'est juste de le dénoncer, tu sais? À ce stade-ci, comme les annonces n'ont pas été faites officiellement, on sait que les budgets ont été faits, mais pas les emplois qui ont été, oui ou non, octroyés. On a fait cette sortie à ce stade-ci. Reste que ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, à l'annonce prochaine du budget, qu'ils puissent rétablir ces montants-là. Pour moi, c'est loin d'être une mauvaise dépense, là. On s'entend de pouvoir investir dans nos jeunes sur notre terrain. Ce qui coûte cher à un gouvernement, ça peut être toute la question de l'évasion fiscale et autres, tu sais. Mais quand tu as de l'argent qui est dépensé par des jeunes sur leur territoire, c'est vraiment quelque chose qui fait rouler bien l'économie. Pour moi, ça vaudrait la peine de rétablir ces montants-là. Donc, le surplus qui a été donné pendant la COVID, on se rend compte qu'il y a un besoin. Parce que les demandes sont là. Comme je vous dis, plus de 400 demandes dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue seulement. Ça vaut la peine de pouvoir investir. Donc, est-ce qu'on peut ramener ce financement-là spécial qui a été donné, s'assurer que le programme suit l'inflation de façon, pas juste un 4 sur 3 ans, mais qui suivent l'inflation réelle avec la hausse du coût de la vie et l'augmentation du salaire minimum. Parce que comme le programme veut viser de couvrir le salaire minimum à temps plein, ça serait important que le programme s'ajuste à la hausse du salaire minimum. Parce que tout ça, c'est des éléments qui font en sorte que, parce que chaque emploi sont rémunérés davantage, tu as moins d'emplois au total que tu finances parce que c'est une même enveloppe budgétaire. C'est pas par nombre d'emplois, c'est par enveloppe budgétaire. Si je comprends bien, dans ce programme-là, c'est le gouvernement qui donnait le montant complet à l'employeur, puis l'employeur pouvait bonifier selon s'il y a l'argent nécessaire pour le bonifier ou non, si je comprends bien. Exact. Donc, c'est de l'argent qui va couvrir le salaire minimum à temps plein. Mais dans les critères du financement, là, quand on applique sur le programme, si les gens veulent donner un peu plus, l'employeur veut donner un peu plus que le salaire minimum, c'est le genre d'élément qui va donner des points supplémentaires dans la grille, parce que tout ça est normé. On peut avoir un certain impact, nous, comme députés, comme je l'ai nommé tantôt, mais on suit les règles. Donc, c'est pas des décisions qui sont politiques, c'est des décisions qui sont administratives. Mais il y a une décision politique, c'est de ne pas mettre le financement nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins de la demande. Puis c'est particulièrement vrai dans des milieux comme les nôtres, dans lesquels on a tellement de villages qui ont une vivacité, puis qui veulent vivre leur ruralité. Et Employabilité Canada permet à ça de ramener des jeunes, leur donner une expérience de travail souvent chez eux, qu'ils n'auraient pas nécessairement. Donc, toute une continuum qui se crée à travers ce programme-là, puis des coupures de cet ordre-là, ça fait mal. Mais il faut le dire, là, on est une des régions dans lesquelles le programme fonctionne le mieux. Puis ça, je vais donner le crédit à Yves Dumulon chez nous, à mon bureau. Il s'en occupait quand il était à Service Canada dans 2000 et 2011. Après ça, il a pris la relève au bureau de Christine Moore, puis évidemment, poursuit avec moi également. Il connaît bien ce programme-là, puis évidemment, c'est un programme qui est connu dans la région. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de refus peut-être cette année? Ben oui, il y a Cooper, mais en même temps, année après année, c'est parce qu'on le promouvoit énormément, puis on sait qu'il est en demande. Donc, c'est pour ça aussi que je veux m'assurer qu'il y ait des budgets supplémentaires parce que c'est prisé. Justement, tu me parles de budget. Là, parallèlement, on pourrait parler justement du budget là, qui s'en vient. Là. Tout à fait, qui a été annoncé en date du 28 mars. C'est un budget qui va être important. On s'entend, un premier qui arrive dans un contexte d'inflation réelle. Dans le dernier budget, on n'en parlait pas d'inflation. C'est quelque chose qu'on pouvait se dire qui allait venir. Puis qui dit inflation, on va peut-être dire aussi récession prochainement. Est-ce que le gouvernement va avoir cette clairvoyance-là? En tout cas, il ne nous l'a pas prouvé à travers le temps. Le Bloc
Bloc québécois a sorti ses priorités. Notamment, vous ne serez sûrement pas surpris de voir que les transferts en santé puis plus d'argent pour nos aînés demeurent nos grandes priorités. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral n'a pas fait son travail en ce sens-là. Il y a eu, oui, une rencontre de sommet des premiers ministres, puis quand on avait une demande pour 24 milliards, puis qu'il en donne 5 ou 6 à l'ensemble des provinces, donc pour le Québec, on s'attendait à 6 milliards, on en a 1, c'est ridicule. Parce que nos hôpitaux crient de partout. On sait comment que la situation dans l'Abitibi-Témiscamingue, elle est urgente en termes de personnel. On a aussi le service d'obstétrique au Témiscamingue, la SAR à Sainte-Terre, on a fermé les urgences, etc. On est dans une situation critique. On a besoin d'injecter de l'argent dans le système. Ottawa finançait 50 sous pour chaque dollar dépensé en santé. Là, il est autour de 22. Il y avait un rattrapage qui est à faire. A manqué cette occasion-là. C'est toujours quelque chose qu'on revendique. Nos aînés, on voulait une augmentation de la pension de 110 par mois de la Sécurité de la vieillesse de 110 par mois dès 65 ans. On demeure quand même dans cette optique-là que ça prend beaucoup plus d'argent parce que les coûts de la vie ont augmenté énormément. Le panier d'épicerie, on le sait, le logement, le prix du carburant, tout ça a un impact majeur. Donc, les deux éléments pour lesquels on a voté contre les budgets, les deux derniers budgets, sont ceux-là principalement. Ça demeure nos revendications principales. À ça, on peut ajouter l'assurance-emploi et d'autres formes de soutien. Mais on va être très attentif pour pouvoir, pas juste avoir le chèque préélectoral qu'ils ont donné la dernière fois aux aînés 75 ans et plus, mais à l'ensemble des aînés. Ceux qui n'ont pas nécessairement toujours les moyens d'avoir des revenus complémentaires autonomes, tu sais. Parce qu'il y aurait moyen, puis même au niveau fédéral, puis on a poussé parce qu'on a fait des études au comité de l'industrie pour faire en sorte, est-ce qu'on peut reconnaître le travail davantage des aînés, s'assurer que s'ils retournent sur le marché du travail, parce qu'on en a besoin, toute la transmission de la connaissance, donner 1 ou 2 journées de travail pour être quelque chose d'absolument gagnant pour nos entreprises. D'ailleurs, c'est une des revendications qui était poussée par Jean-Guy Couillard, que je salue, qui est un citoyen d'Amos, qui nous avait interpellés quand Yves-François était venu l'année dernière, et qui avait inspiré à Yves-François l'idée de faire un colloque sur les aînés pour le Bloc québécois, ce qui s'est fait le 23 février dernier dans la circonscription de ma collègue qui est responsable des aînés, donc à Granby, Andréane Larouche, députée de Shefford, a tenu ça. Fait que c'est vraiment un enjeu sur lequel le Bloc québécois veut s'assurer qu'il y ait des changements positifs qui arrivent pour les aînés en commençant par leurs revenus. Si tu me permets, je ferai une petite parenthèse, je reviendrai sur le budget après. Puis moi, de façon locale, on a créé un comité aviseur aînés pour justement aller chercher cette littérature-là. C'est quoi la situation des aînés? Prendre le pouls. Quand j'avais fait l'année passée déposer une pétition dans les boîtes à mal pour pouvoir dire est-ce qu'on veut cette augmentation-là de revenus des aînés, j'en ai eu plus de 5000 répondants. Donc, c'est à peu près une personne sur 20 dans le comté qui a répondu à une pétition par la poste. Pour moi, ça a été quelque chose d'absolument choquant, mais ça démontre à quel point, oui, l'initiative vaut la peine, elle est soutenue de façon populaire, mais en même temps, il y a des situations de détresse aussi qui sont vécues par les gens. Il y a des préoccupations, là, ici, là. Et ça, c'est ça. Moi, ça me concerne beaucoup. Ce qu'on a décidé de faire, donc avec un comité aviseur aîné des gens de toute la région, de réfléchir sur c'est quoi les priorités des aînés, puis d'aller chercher du contenu là-dessus. Ce qu'on a fait dans la dernière année. Et on s'est intéressé particulièrement à 2 volets, la question des revenus puis la question des services, particulièrement les services de proximité en milieu rural, puis particulièrement au niveau de la santé. Et là, la prochaine étape qui va commencer du côté de Sainte-Germaine puis du côté d'Amos. Puis après ça, on veut couvrir minimalement chaque MRC, puis après ça, on va voir si la formule est gagnante. On va peut-être la poursuivre à travers les différents mois. Donc, quelque part au mois d'avril, on vous reviendra pour les dates, d'aller donc des rencontres directes, entendre les aînés. Fait qu'une consultation publique totale. Qui est faite par mon bureau, avec les aînés, avec les partenaires sur le terrain, entendre c'est quoi les réalités. Moi, je pense que les aînés ont besoin de s'exprimer d'abord. C'est bon, ça. Se mettre à l'écoute est quelque chose d'absolument important parce qu'on entend, on comprend qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas, mais puis on veut proposer des solutions. Moi, mes propositions vont s'adresser dans le contexte aux 2 paliers de gouvernement parce que ça les concerne. Puis je pense que c'est pas nécessairement aux aînés de faire la distinction. Alors ça, c'est fédéral, c'est provincial. Mais à nous,
comme personne politique, de pouvoir apporter des solutions dans nos paliers pour répondre aux besoins réels. Puis ça commence évidemment par tout l'ensemble de la qualité de vie puis de la dignité. Donc, c'est ce qu'on va mettre à profit sur le terrain là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a tout un travail qui est fait. Je salue le leadership d'Anne Bouchard ici, dans la région d'Amos, qui est sur notre comité aviseur aîné d'ailleurs, et qui a contribué beaucoup à nos travaux puis qui va continuer de le faire. Donc, on s'intéresse à ces questions-là. Et ça va influencer ma prise de position sur le budget. Si je reviens sur le budget aussi, moi, j'ai voulu sortir aussi une plateforme régionale parce que je pense que c'est dans nos responsabilités d'avoir un leadership et de mettre à valeur c'est quoi nos responsabilités, nos besoins dans la région. Un des premiers aspects, un fonds régional de soutien à l'innovation territoriale. Quelque chose qui nous permettrait de répondre à nos besoins, ce que les grands budgets qui sont faits en fonction de l'économie de Toronto ou de l'économie du pétrole dans l'Ouest ne répondra pas. Puis même l'économie du Québec, qui est souvent plus axée vers Montréal puis la vallée du Saint-Laurent. Comment ça qu'on n'est pas capable de financer un abattoir dans Abitibi-Témiscamingue? On sait que c'est un besoin qui est important. Si on avait cette enveloppe décentralisée-là, par et pour la région, qu'on choisirait c'est quoi nos priorités, qu'on se concerterait et qu'on dirait on irait là-dedans, bien, on serait capable de faire des choix par des leviers de développement économique qui pourraient faire la différence. Ça, c'est quelque chose qu'on continue de revendiquer. De l'aide à nos producteurs agricoles, parce qu'eux, on vit très gravement la crise actuelle. Puis j'en étais à la Sarre hier, discuter avec des producteurs agricoles, notamment un beau colloque organisé par la SADC sur le développement de l'agriculture en Abitibi-Ouest. J'étais à l'AGA de la relève agricole. Beaucoup de producteurs se questionnent en ce moment. Hier, c'était des gens qui nous disent, nous, on va diminuer notre production parce qu'en ce moment, on n'arrive pas parce que la quantité d'essence, de diesel que ça nous demande. C'est ça. La facture cette année, dans la dernière année, à cause de l'augmentation des prix, l'exemple qui m'est donné hier, ça me coûtait 30 000 l'année passée, ça va me coûter 70 000 cette année. Il y a des gens qui font du profit là-dessus directement, les réseaux de distribution, ça n'a pas de bon sens. Le prix en Ontario ne se compare pas à celui du Québec. Mais non. Il y a des gens, on profite de la vulnérabilité des producteurs agricoles dans des régions éloignées particulièrement. Moi, c'est quelque chose qui me fâche énormément. Parce qu'il y a des facteurs, la guerre en Ukraine a augmenté le prix des intrants et tout ça, l'instabilité et tout. Mais reste que c'est nos producteurs qui en payent la note. Et beaucoup se questionnent, est-ce qu'ils vont poursuivre ou non en agriculture? Ça aurait été si simple, c'est quelque chose qu'on revendique, puis que j'ai même nommé en chambre au mois de mai, après une discussion avec l'Union des producteurs agricoles d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, de dire, on peut-tu faire comme dans COVID? Il y a une urgence, on crée le compte d'urgence. Donc, des montants qui vont amener des liquidités pour les producteurs. Puis, lorsqu'il sera remboursé, bien, une partie pourra être considérée comme une subvention. C'est facile à faire, on l'a fait dans le contexte de la COVID. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour venir en aide à nos producteurs agricoles? Pour moi, c'est une urgence de le faire. On l'a renommé à nouveau. Ça fait partie des autres des éléments. Nos terres en friche ou les terres à dévaloriser, comment qu'on peut faire en sorte de leur redonner vie. Il y a beaucoup de programmes au niveau de la plantation d'arbres. Ça, c'est très, très généreux. On peut savoir la même chose, un équivalent, parce qu'en termes d'efficacité carbone, on est du même niveau avec une production agricole. Ça, les études l'ont prouvé, notamment celle du CAP, surtout si on le fait avec un milieu d'agroforesterie. Et au niveau de la rentabilité économique, il faut, et puis ça va coûter à peu près la même chose, c'est ce qu'on se rend compte dans nos recherches. Et donc, avoir un programme pour la mise en terre agricole de nos terres en friche, pour pouvoir notamment les offrir à la relève, ça serait quelque chose qui serait gagnant. Donc, permettre à la relève de se rétablir sur le territoire. Il y a beaucoup d'enjeux comme c'est là sur lesquels on peut agir, puis qui serait si simple d'avoir un programme équivalent au niveau fédéral. Définitivement. Maintenant, parle-moi donc du dépôt du rapport sur la pénurie de main-d'œuvre. Bien, ça en est un des éléments sur lequel, moi, il me tenait particulièrement à cœur. C'est un engagement électoral, agir sur la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, ça a été fait la semaine dernière officiellement à la Chambre. Puis, on a travaillé très fort, d'abord dans les gens qu'on a fait venir pour venir témoigner, des gens, Patrick Perrault de Métal Marquis pour représenter la table métal qui parle d'une réalité. Jean-Guy Couillard, que j'ai nommé tantôt, sur la réalité des aînés. L'Université du Québec est venue. Moi, j'ai voulu qu'on amène des pistes de solutions qui tiennent compte de la réalité québécoise, mais la réalité témiscabitienne également, dans lequel chaque personne qui veut contribuer peuvent le faire, puis qu'on puisse lever les leviers administratifs, la paperasse et tout ça, qui fait en sorte que ça décourage les gens, particulièrement dans les questions d'immigration, évidemment, ça en a fait partie. Il y a beaucoup de formes de problématiques. Tu sais, l'UQAD veut faire venir des étudiants étrangers, on ciblé les étudiants africains, mais ils sont systématiquement refusés parce que le revenu moyen par habitant n'est pas suffisant dans le pays d'où ils viennent. Mais ça, tu n'as pas
ce problème-là dans les pays anglophones du Commonwealth. Des universités comme McGill et tout sont acceptées de l'ordre de 80 %. Il n'y a pas de ces problèmes-là. Mais quand nous, on vise des étudiants francophones, parce qu'il y a un critère très discriminatoire du revenu moyen par habitant, ben, on est fait. Plus de 75 % de refus. C'est la réalité du cégep, de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et dans d'autres régions, on vit ça. Autre critère qui est très discriminatoire dans le contexte, c'est que si la personne, c'est un programme d'étudiants étrangers temporaire, si la personne manifeste un désir de rester à long terme, bien là, elle va être barrée. Sauf que si nous, en région, on veut former les gens, on veut que les gens s'établissent à long terme. Il n'y a rien de mieux qu'un bon programme d'études pour ça. Parce que toute l'intégration se fait, la vie, un réseau d'amis qui se crée dans un programme collégial ou universitaire. Donc, il y a vraiment une dynamique d'intégration qui est gagnante de ce côté-là. Mais malheureusement, puis toute la formation, évidemment, en fonction des stages dans nos entreprises et autres. Mais ces étudiants-là sont rejetés avant même qu'ils arrivent. C'est tellement fâchant parce que ça serait une des meilleures solutions pour pouvoir miser sur des nouveaux arrivants à long terme dans le contexte de la pénurie de la main-d'œuvre. Mais on a travaillé des solutions pour les travailleurs expérimentés, évidemment, ajuster la fiscalité qui va leur permettre d'avoir un plein revenu pour leur travail. Là, en ce moment, le sentiment, c'est que si je travaille, je vais être coupé dans ma sécurité de la vieillesse, je vais être coupé au niveau des rentes ou au niveau de la pension de différents programmes. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a un montant qui soit fixe puis qui amène un revenu directement dans les poches des gens, que ça vaut la peine de travailler? Ça vaut la peine d'un point de vue économique, dans le travail que tu crées, dans la transmission de la connaissance, mais ça doit valoir la peine dans les poches des gens, évidemment. Évidemment. Puis si je cite encore Jean-Guy Couillard, ben c'est tout le plaisir que tu as, le sens de donner une vie, un travail par le travail, puis le travail d'équipe particulièrement. C'est la santé aussi que ça peut améliorer des gens que de demeurer actifs. Aussi. Donc, ça, c'est un volet qui est important. Les travailleurs qui sont plus loin du marché du travail, on a eu des éléments qu'on a nommés dans notre rapport complémentaire là-dessus, mais le gros aspect, là, c'est toute la paperasse. Comment ça qu'on demande? On perd 3 mois pour demander des études d'impact du marché du travail pour prouver qu'il n'y a pas de bons Québécois qui veulent aller dans un restaurant ou dans le champ. On le sait, ça. On le vit depuis 15 ans, la pénurie de la main-d'œuvre. Puis on fait ces évaluations au Québec. On peut-tu accélérer les choses parce que c'est la survie de nos entreprises puis la vitalité de nos entreprises qui sont en jeu. Tu sais, il y a des exemples super vivants. Moi, je pense à Philippe Guertin quand il engage un robot dans son Mike. C'est une façon de pallier à ça. Puis moi, j'avais peur de ça, un robot. Je me dis, mais en même temps, on voit de façon pratique, la serveuse peut arriver plus près, avoir plus d'assiettes. Puis là, il y a un contact client qui demeure. Fait que tant mieux, on intègre la technologie, mais ça a des fins, la technologie. C'est pas tout de robotiser les trucs. Dans le contexte, Philippe a trouvé quelque chose de très original puis qui est gagnant, mais il faut être capable d'aider nos entreprises de façon beaucoup plus concrète que qu'on le fait là, puis ça passe par la pénurie de la main-d'œuvre. Fait que ça, je suis très fier des recommandations qui sont ressorties, en espérant que ça fasse bouger les choses concrètement, parce que... Puis, tu sais, en combien de temps aussi que ça va bouger, tu sais? C'est très bureaucratisé, le gouvernement, là. Tout à fait. Mais le rapport a été déposé la semaine dernière, et là, il y a 60 jours pour apporter ses réponses à nos recommandations. Ah, d'accord. Donc, il va peut-être nous dire que ça ne nous intéresse pas et autres, mais au moins, il y aura une réponse qui va être donnée. Puis moi, ce que j'aime dans ces comités-là, c'est que les gens qui nous écoutent, c'est pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde, mais ce sont des décideurs. Ce sont des gens dans les ministères, à l'industrie particulièrement, qui ont le crayon à la main et qui peuvent réécrire les lois, qui peuvent proposer des choses très concrètement en fonction des besoins qu'on les amène. Moi, c'est le principal impact que j'ai comme député, là, je me rends compte qu'il est en comité. C'est pas en période de questions. C'est le travail que je fais en comité, par les invités qu'on vient, par les angles qu'on amène dans nos questions, dans nos orientations. On sent que ça fait bouger les choses, en tout cas que ça l'interpelle les gens. C'est une vision différente qu'on amène souvent, mais on voit des choses qui bougent après ça. Mais c'est intéressant ce que tu apportes parce que ça démontre aussi que tu fais vraiment un job qui peut arriver à des actions concrètes en Abitibi-Témiscamingue. Bien, moi, le meilleur exemple que je pourrais jamais donner, c'est la question d'Internet haute vitesse. C'était mon engagement de ma première campagne électorale. Puis on a dénoncé ces programmes-là. Puis je salue mon chef de bureau, Christian Rivard, avec qui on a travaillé à ces enjeux-là, à fouiller tous les types de programmes, puis avec l'équipe, pour voir comment ça fonctionne, de pouvoir essayer de trouver... puis on se rendait compte que ça marche pas. Tous les programmes ne fonctionnent pas. Tu as 5 ans pour dérouler 50 km de fibre, ça c'est concret, pour aller à Moffett, pour amener l'Internet haute vitesse à Moffett. Tu n'as pas branché un client, là. Ouais. Évidemment, la compagnie Cablevision, pour ne pas nommer, qui est propriété de Bell, a pris le maximum des 5 ans pour aller la dérouler, cette fibre-là.
Là, on a dénoncé ces programmes-là, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'opération haute vitesse du gouvernement du Québec, qui, eux, s'est engagé à cartographier, voir qui n'a pas accès, quelles maisons n'ont pas accès à l'Internet haute vitesse, puis ont engagé une compagnie ici dans la région, c'est Vidéotron. Et là, sont en train de brancher depuis un an l'ensemble des maisons de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Et fédéral, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont embarqués dans cette opération-là et les 420 millions qui étaient prévus pour le Québec dans les budgets d'ici 2026, donc c'était 1,7 milliard. Puis déjà là, on les a fait augmenter, ces budgets-là, parce que c'était la promesse à l'époque, c'était brancher 95 % des Canadiens d'ici 2026. Il y avait 1 milliard prévu pour ça. Moi, je me rendais bien compte que le 5 % qui va rester, c'est chez nous en Abitibi-Témiscamingue. C'était même 2030, l'objectif. Fait qu'on a fait accélérer ça et l'argent qui était dû pour le Québec dans 7 ans, sur 17 ans ou 10 ans, a été transféré en 2 ans vers le gouvernement du Québec et ça fait en sorte que l'opération de vitesse se crée. Et ça, c'est notre travail de comité. C'en est un exemple, il y en a d'autres, mais celui-là, ça a été un succès, effectivement. Bravo! Merci. Pour ça. Dernier des points, parce que ça va tellement vite. Là, une émission, ça dure pas très, très longtemps. C'est pour ça que je reviens. Bien, voilà, c'est ça. Parle-moi donc de ta présence au Prospectors Developers Association of Canada à Toronto. Oui, bien, c'est le PDAC qui est comme un sommet sur l'industrie minière, particulièrement au niveau de l'exploration minière. Et ça, pour moi, c'est un moment qui est privilégié. C'est la 3e fois que je retourne à Toronto. C'est ma 4e participation. On s'entend, il y a eu une année que c'était la COVID. C'est une occasion de faire un terrain immense pour la région parce que c'est un gros rendez-vous régional. Moi, j'ai eu le sentiment, mardi la semaine dernière, là, de faire comme si j'avais fait un mois de terrain dans la région. Là. Des gens, évidemment, passer du temps avec les gens de Sayona, particulièrement, qui ont fait une coupure de ruban, qui ont fait aussi un 5 à 7. Puis moi, ça a été une occasion aussi de discuter de leur projet de développement. C'est des moments qui sont privilégiés pour ça. Puis Sayona, il y a beaucoup d'initiatives que je salue de leur part, mais vraiment, j'ai senti un attachement, un enracinement dans la région. De vouloir faire cette transformation-là. D'abord, ça va être la première mine en lithium opérable qui est déjà en opération au Canada et qui commence déjà à pouvoir être en mode vente, mais qui ont une vision de pouvoir amener de la transformation sur notre territoire. Et ça, je salue je salue ça. Puis une volonté aussi de bien faire les choses au niveau de l'acceptabilité sociale, des liens avec les communautés. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé gagnant, évidemment, le lien avec l'environnement aussi. Mais c'est vrai pour les équipementiers qui travaillent dans l'innovation, qui vont aller présenter leur innovation au niveau des batteries. Je pense à des compagnies comme Adria, Forage Rouillé, qui ont tenu une espèce de 5 à 7 à 3 heures, mais dans lequel il y avait beaucoup de gens de la région. Puis c'était agréable de revoir Mario, sa famille, toute la gang qui était là pour pouvoir mettre en valeur leurs équipements, notamment de forage et autres. Donc, il y a vraiment une dynamique là dans laquelle on se sent en famille en Abitibi-Témiscamingue. Puis moi, comme député, de pouvoir aller rencontrer les gens en fonction de leurs besoins dans l'industrie minière, c'est un privilège. C'est-tu comme un salon, ça? C'est énorme. C'est énorme, hein? C'est énorme, là. Ils font ça où? C'est le centre de convention là-bas de Toronto, là, au pied de la tour du CN. Tu es en plein cœur du centre-ville, mais dans la vraie vie, c'est comme si on ferait ça dans le stade olympique. Là. Je veux dire, il y a 20 000 personnes au moins chaque année qui s'en vont là. C'est pas plus. C'est un gros événement. Donc, l'Abitibi est bien représentée. Là. Tout à fait. Nos entreprises prennent ça, les entreprises d'exploration. Globex est là sur le terrain. Le projet Dumont est là également, M. Cloutier. On retrouve vraiment nos gens de la région parce qu'il y a du développement à faire de ce côté-là, mais on voit qu'on est une région qui a une expertise minière qui est dynamique, qui a à cœur les valeurs de développement durable, qui veulent faire les choses de la bonne façon. Notre réputation, c'est vraiment d'être capable de livrer les choses dans les prix, dans les temps, puis de pouvoir innover. Puis ça, moi, je suis fier de pouvoir m'inscrire là-dedans. Bien, c'est fantastique. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait un plaisir de t'accueillir encore une fois dans cette belle émission-là. Eh bien, nous, ça se termine déjà. Écoutez, on pourrait parler des heures avec Sébastien parce qu'il y en a des choses à dire. Puis, j'ai même pas eu la chance aujourd'hui de l'amener dans des coins là où il aurait pu peut-être devenu être rouge, je sais pas, rouge-jaune, je sais pas, tu sais. Ça aurait pu faire. Non, je reste un bleu. Même pas. Écoutez. Je reste un bon bleu souverainiste. Oui, bon. Alors, nous, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup. Puis, on se voit, c'est sûr, pour une prochaine émission de ce que vous voyez ici, un café avec votre député, Sébastien Lemire.